Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour nos échanges du vendredi soir. Nicolas Sopetin, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes... Il y a quelque chose qui change. Ça c'est vous bon, pas un bonnet. C'est une occasion spéciale ou non? Non, on est en week-end et le week-end le vendredi c'est le week-end qui s'annonce. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Du côté de Porto-Novo, c'est souvent comme ça. Ah, du côté de Porto-Novo, c'est souvent comme ça. Voilà, des week-ends festifs. Voilà, c'est ça le truc. Monsieur Ngodonou. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de toujours prendre le rendez-vous. Si tout va bien, Daniel Kaintogra devrait nous rejoindre. Voilà, il y a quelques jours, s'est tenu à Paris un forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. L'Afrique en quête de solutions. L'Afrique a été représentée au haut niveau par 4 chefs d'État. C'est un forum pour trouver des solutions à cette pénurie constante de vaccins au niveau de nos pays. Nicolas Sopetin, en quoi ce type de rassemblement est important pour trouver des voies et moyens pour que l'Afrique soit, on va dire, puisse ne plus connaître les problèmes qu'on a connus par le passé ou qu'on connaît régulièrement? Oui, c'est un forum très important parce que l'Afrique a beaucoup de problèmes, on le sait déjà, et surtout sur le plan sanitaire, c'est encore plus grave. Sur le plan vaccinal, cette souveraineté que nous recherchons à tous les niveaux devrait pouvoir l'être à ce niveau aussi. Et donc, la présence donc, de ces chefs d'État devrait pouvoir être pour lancer un appel vibrant à tous les Africains, à tous les opérateurs économiques, pour véritablement arriver à cette souveraineté sanitaire au niveau de l'Afrique. Parce que un continent avec autant de richesses, où encore nous sommes à une période où les souverainistes revendiquent cela avec vigueur, on doit pouvoir chercher les voies et moyens pour pouvoir installer, pourquoi pas chez nous, qu'on appelle-t-on, des officines de fabrication, de construction, de fabrication des vaccins. À mon avis, ce n'est pas la matière en termes de qualité du personnel, en tout cas, le potentiel pour pouvoir, intellectuel pour pouvoir aller à cela qui manquerait. Donc, on a autant aller à cela, donc trouver. En tout cas, aller à une usine, à une usine pour pouvoir fabriquer les vaccins nous-mêmes. Oui, une usine, on peut en fabriquer. Je pense qu'il y a beaucoup de pays africains qui en fabriquent. Maintenant, comme le Madagascar, par exemple. C'est pas le plus, c'est pas grosso modo, c'est l'architecture industrielle. Maintenant, il faut ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans qui est le plus. Non, je crois que c'est les études. Et les études, c'est pourquoi je parlais du potentiel humain. Et il va falloir interpeller le professionnalisme au niveau de ces cadres-là qui doivent travailler d'arrache-pied pour pouvoir trouver les formules nécessaires. En fait, les études c'est pas les plantes ou bien la substance à extraire qui manquerait en Afrique. Je pense que le travail est beaucoup plus un travail de fond. Et ces chefs d'État qui, par exemple, Diomaye Faye, qui appellent à cette souveraineté sanitaire, il doit aussi travailler à ce que ses autres collègues présidents de nos différents États puissent investir dans ce domaine-là. Pourquoi pas faire en sorte que l'Afrique sorte de ce carcan où ce n'est pas toujours disponible dans nos officines, les vaccins qu'il faut pour traiter comme cela se doit les malades de chez nous. Le principal défi en parlant de vaccins, n'est-ce pas, la recherche et le développement. Et donc les moyens économiques pour le faire, parce que à titre indicatif, pour sortir un vaccin, c'est en moyenne 15 ans. Donc on ne sort pas un vaccin du jour au lendemain. Donc le principal défi, c'est de trouver le modèle économique qui puisse permettre à des chercheurs de travailler et de ne s'occuper que de ça pendant cette durée et de pouvoir trouver des solutions qui soient viables déjà au niveau commercial, parce que
on suppose que si vous trouvez un vaccin, ne serait-ce que chez vous, les coûts de recherche et développement peuvent être exorbitants. Comment faire pour trouver la formule qui marche entre investissement, entre investissement et recherche et développement? Je pense que vous l'avez dit, ça reste un défi pour les politiques en Afrique, parce que souvent les chefs d'État ont juste 5 ans, il y a un mandat qui est défini. Et quand on investit, bon, pas partout. Bon, au Bénin, oui. Démocratiquement parlant et constitutionnellement, oui. Qu'on veille à l'ordre. On peut faire le compte parce qu'il y en a de moins en moins. Oui, Ghana, oui. Oui, je suis d'accord. Vous voulez parler qu'il y a des semblants de démocratie, il y a des présidents qui étaient là depuis fort longtemps. Bon, de toute façon, il y a un mandat qu'ils essaient de respecter. Et après, c'est pour voir s'il y a alternance. Et puis après, on verra. Donc, je disais que ça reste un défi parce qu'il y a une sorte de continuité politique qui doit régner en ce qui concerne la gestion de la politique de la santé publique, la prévention et surtout le traitement d'un certain nombre de maladies qui dessinent l'Afrique, le choléra, il y a le paludisme. Et là, on voit clairement que investir, en fait, on a l'impression que les budgets africains au niveau des pays africains ne sont pas tellement vraiment, ne donnent pas priorité en fait à la recherche en ce qui concerne la pharmacie, à la recherche scientifique dans le domaine de la santé. Donc là, moi, je pense qu'en réalité que la France est en train de tracer une voie. Et la France a déjà même tracé une voie, puisque en Afrique, il existe déjà un certain nombre les instituts Pasteur, il en a à Dakar, qui ont été hérités de la colonisation, mais qui sont de véritables centres de recherche. Justement. Maintenant, en fait, avec le nouveau vent qui souffle sur le continent, est-ce que d'une manière ou d'une autre, comme Nicolas l'a dit, les souverainistes, les panafricanistes veulent rompre carrément avec le paternalisme, quoi, d'une manière ou d'une autre, parce que quand la France installe ces genres de centres de recherche, le label revient, c'est-à-dire la France qui dicte les conditions, il donne justement les orientations. Bon, le modèle de l'Institut Pasteur a évolué donc, énormément. À Dakar, les locaux, on parle des Sénégalais. Qui interviennent. Maintenant, est-ce que les politiques ont un mot à dire véritablement dans le travail de fond qui se fait? C'est ça justement le problème, parce que quand vous prenez par exemple le mode de fonctionnement des instituts, parce qu'il y a la générosité du public, il y a le mécénat, il y a les subventions de l'État, il y a d'abord aussi le patrimoine et puis les prestations de services. Donc là, est-ce que les gouvernements africains ont forcément un mot à dire? Moi, je pense en réalité qu'il faut revoir non seulement la politique de la promotion en fait, de la recherche pharmaceutique, et quitte à mobiliser même l'Union africaine et les organisations sous-régionales autour de cette priorité-là. Parce que ce que la France a fait reste un succès retentissant. Oui, la France et beaucoup d'autres organismes internationaux pour ce forum-là. Oui. Est-ce que la solution, ce n'est pas que nos États essayent de créer un certain type d'environnement incitatif pour que les entreprises privées investissent dans la recherche et le développement, parce que l'État se mêlant de sciences, et l'État peut mettre les subventions, mais il n'est jamais peut-être bon que l'État se mêle du travail des scientifiques. Est-ce que ce n'est pas une meilleure voie que l'État incite ceux qui ont les moyens d'investir dans la pharmacie, dans la fabrication de médicaments, que ce soit générique, dans la fabrication de vaccins, et que ce soit les privés qui ont de l'argent à dépenser, qui investissent pour aller un peu plus vite? Je comprends que le partenariat public-privé est très très déterminant dans l'atteinte des objectifs. Mais d'une manière ou d'une autre aussi, dans certains pays, l'État était obligé d'intervenir pour dire comment les choses doivent se faire. Et après, lorsque ça a pris, en fait, les privés ont commencé par s'y intéresser. Je pense aussi qu'il faut renforcer l'architecture
légale, en fait, la législation en la matière, ouvrir carrément ouvrir carrément un certain nombre de possibilités, de priorités pour les investisseurs privés. Oui, ça reste. Mais en fait, il y a un problème de culture. Ce que les industries africains, en fait, les riches africains, ceux qui, je peux dire les entrepreneurs africains ou ceux qui ont de l'argent, par exemple, je prends Dangote, est-ce que je ne me rappelle pas qu'il ait investi peut-être d'une manière plus s'intéresser à la recherche sur le plan pharmaceutique. Peut-être qu'il n'a pas les garanties qu'il faut. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut une législation qui permet à ces investisseurs-là de pouvoir s'intéresser, parce que s'ils pensent que investir, ce serait bancable, ce serait rentable, ils vont pouvoir le faire. Et c'est le devoir qui est comme justement politique. Justement, c'est un investissement particulier. La oui, particulier parce que c'est à long terme. Voilà, c'est pas du pétrole que vous voyez et que vous... Oui, c'est exactement vous pouvez investir pendant 15 ans et échouer. Oui, mais quand on s'appuie sur l'expérience des pays comme les États-Unis, comme la France, on peut valablement le faire et aboutir. Parce que quand vous prenez Louis Pasteur, d'une manière ou d'une autre, il a besoin du soutien, il a bénéficié du soutien de l'État français pour que toutes ces réalisations, le vaccin contre la rage, tout ce qu'il a réalisé, soit véritablement un succès aujourd'hui épatant et qui impacte même le monde entier. Donc je pense que l'État, d'abord, les États africains ont d'abord ce privilège, cette obligation-là de pouvoir investir, créer une législation qui puisse permettre aux investisseurs privés, que ce soit locaux ou internationaux, de pouvoir s'y intéresser. Mais d'abord, l'action de l'État est prioritaire. Moi, je pense que, est-ce qu'on devrait avoir même à se faire d'inquiéter, à s'inquiéter de ce que l'investissement à long terme, les gens n'auront pas venu faire. Il y a des modèles. En fait, comment les autres ont pu arriver à cette indépendance? Quand vous prenez un pays comme l'Inde aujourd'hui, qui est une puissance montante, comment l'Inde en est arrivée à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, il se fait que la majeure partie, on nous l'a dit, on le sait, c'est un secret de polichinelle, que la plupart des produits pharmaceutiques que nous avons sur les médicaments génériques viennent de l'Inde. Oui, comment ceux-là ont pu arriver? Justement, est-ce que c'est le modèle que nous voulons? Parce que l'Inde, entendons-nous bien, l'Inde n'invente pas, l'Inde produit. L'Inde et la Chine est l'usine du monde pour les produits pharmaceutiques, comme la Chine l'est pour les autres pays. Est-ce qu'on veut juste se contenter d'être, qu'on nous donne le produit, qu'on a les infrastructures et qu'on duplique pour les autres, puisque c'est ce que l'Inde fait. Non, justement, le problème, crée de nouvelles molécules. C'est deux choses différentes. Justement, moi, je pense quand même qu'il faut partir de quelque part. Nous devons partir de quelque part. Et moi, je me souviens que dans une partie de notre cours que nous enseignons aux enfants en terminale, sur le plan du développement, dans les années 80, la Chine était pratiquement plus pauvre que les pays africains. Mais vous savez comment est-ce que la Chine est parvenue aujourd'hui, par exemple dans le domaine technologique, à être l'une des puissances incontournables. Ils allaient payer, au départ, ils payaient les trucs originaux des États-Unis qui viennent, ils dupliquent d'abord et progressivement, ils ont commencé maintenant par produire d'eux-mêmes. Donc, si je vous comprends bien, on doit faire comme l'Inde, donc draguer les grandes firmes pharmaceutiques et commencer par fabriquer leurs produits ici. Ici. Et ça doit être quelque chose qui va inciter non seulement les chercheurs, parce que quand ça va se faire, il est fort probable qu'on ait des gens qui s'intéressent à comment on en est arrivé là. Comment ça se passe? Quelle est la substance? Et que les chercheurs vont s'investir davantage. Mais le problème, l'autre chose aussi est la volonté politique qui doit accompagner ces chercheurs-là. Parce que même quand on laisse tomber le domaine de la santé, dans beaucoup d'autres domaines, dans l'agroalimentaire, dans d'autres domaines, dans les domaines halieutiques, il y a tellement de recherches qui dorment dans les placards, dans les universités, on le sait. Alors, donc, c'est la
volonté politique qui devrait... Non, justement, parce que moi, il y a beaucoup de travail sur le terrain. Il y a récemment... L'élevage de poissons, il y a beaucoup de travail sur le terrain. On a des centres de référence, ITA, et centre ITA à Boumekalavi qui est central dans toutes les filières que l'État promeut. Donc on peut pas dire que les recherches dorment. Les recherches, peut-être pas au niveau attendu, mais les recherches, les agronomes travaillent. En tout cas, de toute façon, on sait quand vous vous approchez des professeurs d'université qui ont fait des recherches, ils vous diront que dans tel domaine, il y a telle recherche, il y a tel résultat de telle recherche qui est là et qui devrait permettre un certain nombre de développements dans un certain secteur. Oui, dans le même temps, pour d'autres, on les applique. Je suis d'accord, mais là où on attend un certain nombre de réalisations, on n'accompagne pas suffisamment encore ces chercheurs-là dans leurs recherches. Et donc, on parle peut-être donc de cette duplication où on encourage des chercheurs à on a la pratique, la technologie. Voilà. C'est ça. Donc moi je pense que il y a d'un côté le modèle à choisir et le modèle qu'est-ce qu'on en fait. Et moi je pense qu'il ne s'agit pas de rester souvent seulement au niveau à l'étape de discours, parce que j'ai lu Diomaye Faye à ce forum là combien il montrait ça qu'on appelle tant. Il faut bien faire des discours. Ouais, je suis d'accord, mais il faut désormais être pratique, parce que depuis 1960 où l'Afrique a pris son indépendance vis-à-vis des certains pays africains ont pris leur indépendance. Et qu'on soit à l'étape où, regardez comment la Covid-19 a secoué l'Afrique. C'est vrai que nous n'avons pas été autant secoués. Vous avez votre position de Madagascar, comme vous avez dit tout à l'heure. Avec la Tunisie. Non, mais de toute façon, il y a un aspect que nous occultons aussi. Est-ce qu'on peut véritablement parvenir à une indépendance en ce qui concerne l'innovation, la créativité dans le domaine pharmaceutique, sans pouvoir préserver réellement les cerveaux que nous avons chez nous? Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a la fuite des cerveaux, c'est-à-dire le médecin ou le chercheur pense qu'il va mieux s'émanciper, il va mieux créer, va plus se développer lorsqu'il sera dans de très bonnes conditions de travail quand il est en France. Alors s'il finit ses études, le retour, et c'est là où nous interpellons les gouvernants africains de faciliter le retour de ces cerveaux-là pour pouvoir contribuer à une plus-value. Ça veut dire quoi? Que vous qui êtes restés, vous n'êtes pas des cerveaux? Non. Oui, ben... Oui. Non, mais au fait... Non, mais en fait, je parle des conditions de travail. Oui, mais déjà... Les conditions de travail, les conditions de vie. Non, vous ne pouvez pas nous dire que je nous dis autres que aussi, les conditions de travail de vie des scientifiques africains ne sont pratiquement pas les mêmes. Bon, je peux dire d'abord au Bénin. Ne sont pas les mêmes que par rapport à quelqu'un qui a... Les scientifiques qui restent. Les scientifiques qui restent, peut-être qu'ils n'ont pas autre solution, ils sont obligés de faire avec. Sinon, s'ils avaient trouvé d'autres opportunités, ils partiraient. Mais là, il y a certains patriotes. Rassurez-moi, ils sont des cerveaux aussi. Ils restent des cerveaux, mais ce n'est pas à moi de les juger. Oui, mais si c'était des génies, si c'était vraiment des génies, ils seraient déjà cotisés par vous avez jugé, vous avez dit qu'il y a des cerveaux qui sont les cerveaux. Oui, non, moi, des cerveaux qui fuient. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de la Chine, par exemple. Au fait, qu'est-ce qui se faisait? Au fait, l'État, en octroyant des bourses d'études à l'extérieur aux gens, devrait leur faire une exigence de retour. Parce que cette fuite de cerveau dont vous parlez là, en fait, c'est dû à un certain nombre de législations où rien n'est imposé à ce qui l'État a investi. Oui, donc on peut se féliciter de ce que je crois que c'était en 2019. Oui, le président a assujetti l'octroi des bourses. Ça, c'est déjà important. Là, on oblige les boursiers qui vont se faire former sur les frais de l'État à l'extérieur, qui doivent revenir au pays pour monnayer leur savoir pour la nation. Et ça, c'est important. Et quand on fait ça, et là, puisque c'est aussi très important, lorsque on prend ces genres de dispositions, on est sûr qu'à leur retour, on les cadrera aussi, on leur trouvera la matière première, ce qu'il faut pour le travail. Et dans le domaine sanitaire, moi je pense que ce n'est pas... Au fait, pratiquement, les gens viennent ici pratiquement même chercher des plantes pour aller faire des études avec. Il y a des plantes qui existent ici, qui n'existent pas dans certains pays où ces pollutions-là se font. Donc, il y a déjà quelque chose d'utile chez nous. Alors, il y a la matière première. Moi, je pense que c'est l'investissement, la volonté politique qui doit accompagner les chercheurs et
Je crois que le tour est joué. Et il faut arrêter alors avec les discours et être dans la pratique. Parce que moi, je dis que c'est les chefs d'État. Après il faut tout. quand même parler. Non, mais au fait, moi je me dis. L'État exprime sa pensée. Je suis d'accord avec vous. Vous ne voulez pas quand même. Non, mais les dirigeants se taisent. Nous autres ici, nous parlons. Nous ne sommes pas dans l'action. Je pense que celui qui est en action, quand il parle, on doit véritablement constater cela. Moi, ce que je voudrais dire, quand j'écoutais le président sénégalais, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il a déjà commencé par faire auprès de ses collègues président des États? Mais il vient de prendre. Non, je suis désolé. Il a pris les rênes d'un pays. Ça fait aussi déjà un temps. Je pense que donc ça suffit pour qu'il voit. Il aille voir ses collègues. Bon, mais il a fait des voyages déjà. Il ne nous a jamais dit ce qu'il a. Non. Sa politique. La souveraineté de l'Afrique sur le plan sanitaire. Qu'est-ce qu'il en a déjà fait? C'est vrai qu'il a dit que son gouvernement, c'est une priorité pour son gouvernement à lui. Moi, je pense que quel est le lobbying qu'il doit avoir pour pouvoir inciter. Venez, on va fabriquer des vaccins. Innocent Godo nous disait tout à l'heure, l'Union africaine doit s'y intéresser. Qui sont ceux qui composent les institutions de l'Union africaine? C'est les États. C'est les chefs d'État qui prennent les décisions. Donc, moi, je pense qu'on peut aller aussi collectivement trouver les moyens, les voies et moyens, puisque c'est de ça qu'il est question, pour véritablement investir dans ce domaine-là, pour que les pandémies qui nous frappent, qui frappent le monde, que l'Afrique ne soit pas alors... Parce que moi, je me souviens quand la Covid-19 avait déclenché ici, quand vous écoutez les débats sur les chaînes françaises, en tout cas européennes, on vous dit que on s'attend à ce que ce soit que les cadavres jonchent les rues en Afrique. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Les cadavres étaient ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas que nous soyons vus de cette façon-là. Et que donc on aille dans l'action et dépasser alors, parce que même dans le domaine de la pharmacie, les produits pharmaceutiques, l'importation qu'on nous impose là. D'accord. Il faudrait quand même que nous puissions, parce que la règle, on dit que il faut que ça passe par quelque part avant que nous le rachetions. Nous ne pouvons pas nous-mêmes aller directement à la source, aller prendre. Je ne sais pas si en temps les États. Votre explication, je ne sais pas. L'autre aspect, c'est-à-dire dans les approches d'innovation pharmaceutique, nous sommes en train de vouloir laisser de côté la pharmacopée traditionnelle. S'il vous plaît, moi j'ai posé... Bon, pas forcément. Non, il y a ça. Parce que même les intellectuels, même ceux-là qui ont été formés dans la médecine, ils ont en réalité les bienfaits de la pharmacopée traditionnelle. C'est-à-dire, il faut d'abord... Qu'est-ce qui se passe avec les Chinois et les Indiens dont vous parlez? C'est-à-dire, quand ils vont en Europe, se faire former, ils reviennent, ils font 7 du copier-coller, mais ils s'inspirent aussi d'une manière ou d'une autre des réalités de leur pays et ils adaptent les vaccins ou bien ils adaptent ce qu'ils font par rapport aux besoins. Nous avons connu par exemple au Bénin quelqu'un qu'on appelle, je ne fais pas de la publicité, je ne ferai pas de la publicité pour lui, mais on a appris qu'il y a un produit qu'on appelle Happy Palu. Et là, je pense que c'est une initiative qui mérite d'être soutenu financièrement. Ça, c'est clairement de la publicité. Pour le produit, mais je ne fais pas de la publicité pour l'auteur. Évidemment. Permettez-moi de donner cet exemple-là. Oui, c'est la publicité pour le produit qui est payant. Ok, d'accord. Donc, c'est une initiative où il y a des initiatives qui ont été prises, mais ces initiatives-là se sont retrouvées sans soutien. Oui. Ce forum-là que la France a initié a été une réussite parce que ça va dans l'intérêt de la France. Mais il faut que nous-mêmes, les États africains, puissent nous voir. Parce que le développement d'un pays est conditionné par l'état de santé de ses habitants. On a appris en 2022, par exemple, qu'il y a eu 14 millions d'enfants qui n'ont pas eu accès au vaccin, un vaccin contre le choléra et autres là. Donc l'accès au vaccin sur le continent, justement dans le monde entier. Mais l'Afrique on a fait les frais parce qu'il y a l'accès à la dose, il y a l'accès au vaccin qui pose problème. Maintenant, si nous avons le label, nous avons le droit de produire cela sur notre sol, nous n'aurons pas de problème. Donc la pharmacopée, nous devons faire le diagnostic
poser le diagnostic sur la pharmacopée africaine et partie aussi de la pharmacopée africaine pour créer notre indépendance vis-à-vis du marché international en ce qui concerne la conception, le traitement, la conception des vaccins, le traitement et la prévention des maladies qui vous frappent. Voilà, on va rester dans le domaine de la santé pour parler de l'ouverture imminente du centre hospitalier international de Calavi, qui normalement devrait ouvrir ses portes, selon les dires du ministre, au 4e trimestre de cette année, accueillir son premier patient. Nous allons nous appesantir ce soir sur le volet emploi, parce que le ministre parle d'à peu près 1000 personnels qualifiés à recruter pour faire fonctionner cette infrastructure, en parlant de médecins, d'administratifs, et ainsi de suite, et d'autres, bien évidemment, d'autres secteurs d'activité. Déjà, quant à l'imminence ça fait 4 ans de travaux, là on y est presque, pour une infrastructure qui ne paye pas de mine. Oui, bon, je me souviens qu'on avait déjà même fait le débat sur ce même centre quand la construction avait été lancée, les travaux avançaient. Et ici, je me souviens aussi que nous avions mis tous sous le feu de voir cette infrastructure venir à réalisation. Maintenant, c'est fait, ça, c'est une très bonne chose. Et moi, je pense qu'en tant que bon Béninois, tout le monde devrait se féliciter d'avoir un pareil centre qui s'ajoute à ce que nous avons déjà. Et il faut quand même dire que c'est une très bonne nouvelle, puisque déjà au niveau des recrutements, il y aura... il y a un recrutement qui a déjà été lancé. Oui, il y a une première vague qui a été lancée et qui a été déjà faite. Et je crois que l'autre vague va être faite en septembre, bien en novembre. Voilà, donc je pense que c'est à l'actif de la rupture qui, ma foi, sur ce plan-là, a réussi un pari. Parce que, comme on nous l'a annoncé, ce centre est un centre de référence dans l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que le président Talon, en arrivant au pouvoir en 2016, le constat était qu'il y a le coût exorbitant des évacuations sanitaires pour le pays. Et il fallait faire quelque chose. On en est arrivé à ce centre-là, ce majestueux centre-là. Et ça, c'est une très bonne chose. Et je crois que le personnel qui devrait travailler dans ce centre devrait prendre conscience de ce que le Bénin a franchi une étape, a franchi un cap. Et là, on devrait faire en sorte que véritablement ce centre mérite son nom de centre de référence en matière de santé chez nous, et que nous puissions désormais nous faire l'économie des évacuations sanitaires au Bénin. Et que, parce que j'ai cru devoir entendre beaucoup de secteurs sur le plan sanitaire qui vont ouvrir leurs portes à ce niveau. Beaucoup de spécialités. Qui pratiquement une bonne, en tout cas, une bonne partie des pathologies. Exactement, et qui vont fonctionner à ce niveau. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut encourager tout gouvernement qui entreprend ces genres de choses à faire en sorte que la souveraineté sanitaire dont nous venons de parler, que nous puissions véritablement l'avoir, parce que on sait comment ça se passait avec les évacuations, où c'est des fuites de centaines de millions qu'on avait. Et là, je crois qu'avec ça, il faut interpeller aussi le patriotisme des Béninois, parce qu'on peut avoir ça là, pourtant les gens n'auront pas confiance à ça et vont pourtant décider d'aller ailleurs. Oui, bon, ça c'est une liberté, tant qu'ils ont non, mais le problème c'est, les moyens. Non, j'interpelle le patriotisme. Je dis aussi que, parce que en fait, ce n'est pas le citoyen lambda, généralement c'est aussi ces hommes politiques. Ce sont ceux qui occupent les grands postes dans la République, c'est eux qui font finalement, malgré l'investissement, peuvent choisir encore de dribbler tout le monde. Et pourtant, de toute façon, je sais que la criette est là pour encore... Non, on n'est pas... Non, je suis... Il y a le droit, je suis désolé, parce que si on a l'offre à côté, si on a l'offre ici, où vous avez la possibilité de vous soigner correctement comme cela se doit, je ne vois pas à quoi bon encore utiliser les fonds de l'État, les fonds publics pour une quelconque évacuation. C'est ce que je veux dire. Pour les fonds publics, c'est pas pénal. C'est ce que je dis. Non, parce que les gens peuvent être tentés encore, malgré tout ça, de dribbler l'État et de faire tout pour pouvoir sortir
sortir du pays. C'est pourquoi vous en appelez à la mais criette. c'est libre, non, de sortir du pays pour... Non, si vous utilisez les fonds publics pour, malgré que l'offre est dispo ici. Voilà. C'est pour ça que je C'est parle. pourquoi vous appelez au secours rapidement la criette. Voilà. Oui, 1 million de personnel qualifié à recruter. 1 millier. Un millier. Oui. Toutes mes C'est- excuses. C'est pas. C'est l'euphorie. Là, vous êtes allé un peu trop vite. 1 million, ça fait déjà 10% de la population. Donc Un millier, juste un millier. C'est très important. Mais si on multipliait, Oui, n'allez pas ces là-dessus. initiatives, si on nous disait, mais on peut y arriver. Oui, on peut y Bon, arriver, d'accord. si vous voulez. Plus d'1 millier de personnel, en tout cas qualifiés à recruter, c'est une très bonne nouvelle. C'est déjà un palliatif à cette crise sociale qui frappe en fait, la population. Bon, en même temps, c'est des personnels qualifiés Oui, de qualifiés. haut niveau. Parce que Oui, d'abord, l'infrastructure. les personnels qualifiés vont travailler avec des subalternes. Permettez-moi de parler comme Évidemment, ça. Et là, évidemment. Il y a si on a beaucoup de 1000 corps de personnels métier. qualifiés, on aura peut-être 10 000 assistants et puis ainsi de suite. Donc, c'est Oui, pour bon, vous pas dire à qu'on cette va hauteur, sinon ce ne sera on pas va pas, tenable. Oui. on va pas se limiter. Donc, je dis que c'est une bonne nouvelle. Et Ça crée en tout c'est cas une un solution. écosystème. Voilà, Oui. ça crée un écosystème. Ça engage les personnels qualifiés. Et puis, on a le service qui est de qualité. Parce que depuis un certain moment, et avant la rupture, pour nous, dans l'imaginaire du Béninois, l'hôpital de référence, c'était CNHU. Moi, mon papa parlait de 350 lits. Bon, Oui, c'était tout comme 350 si à l'époque. Oui. on pouvait compter, mais quand il le disait, ça Oui, c'était m'amusait, 350 mais lits. c'était juste, C'était ça. c'était 350 350 lits. lits. À l'avènement de la rupture, le président Talon dit, ben, nous pouvons aussi, pourquoi pas, créer chez nous des conditions pour pouvoir mieux nous prendre en charge, puisque dans d'autres pays africains comme la Tunisie, le Maroc, Ou la il y a Côte d'Ivoire à des- côté. la Côte d'Ivoire, il y a des complexes, il y a des infrastructures de ce grand standing-là qui ont été érigées. Et pourquoi pas le Bénin? Donc, et l'endroit qui a été même choisi est très stratégique, puisque ça offre véritablement la possibilité aux Béninois venus des 4 coins du Bénin pour pouvoir se faire soigner. Donc ça fait plaisir. Et comme Nicolas Sopetin disait, l'évacuation sanitaire coûte énormément à l'État béninois. Et ça reste une solution qui est apportée pour désormais juguler ou carrément contrecarrer les velléités qui pousseraient les uns et les autres à décaisser l'argent de l'État pour les évacuations sanitaires. Mais il faut dire que déjà, il y a une confiance qui s'instaure entre la population et le service, en fait, le personnel soignant. Parce que depuis un certain moment, les Béninois maintenant commencent par s'accommoder avec le fait que il y a une certaine crédibilité vis-à-vis du travail que les médecins font. Il y a beaucoup d'investissements. J'ai toujours dit qu'il y a une certaine transparence au niveau de la gestion. Donc le mode de gouvernance au niveau de gestion, de fonctionnement a énormément évolué. Où quand vous venez dans un hôpital, vous avez la grille tarifaire des prestations de services. Donc, il n'y a rien qu'on invente, tout est déjà connu, officialisé. Donc là, ça crée une certaine confiance entre la population et le personnel soignant. Et voilà, Nicolas Sopetin-Dram, bon, si on ajoute les 144 ambulances réceptionnées sur les 188 commandées, oui. On voit tous les investissements consentis dans tous les CHD, puisque à part Porte Novo, le CHD de Lomé et un autre, ce sont je crois, les 2 derniers qui doivent recevoir des scanners de dernière génération. Il y a des investissements qui sont faits un peu partout pour améliorer le plateau technique, des centres de santé qui sont remis aux normes un peu partout dans le pays, d'autres qui vont être inaugurés, que ce soit à Save, Tchaourou, voilà. Et ça participe d'une dynamique d'ensemble quand même pour disons, coller à cette promesse du président de la République d'améliorer le plateau technique. Je pense que s'il y a un domaine dans lequel le président Talon a vraiment réussi en termes de qualité d'offre, c'est au fait dans le domaine sanitaire. Je me souviens, il y a dans les années
2014-2015, j'étais au CHTO de Porto-Novo. J'ai été témoin du décès, paix à son âme, d'une petite fille de 9 ans, faute d'aspirateur. Le docteur qui devrait aspirer un certain nombre de déchets qui étaient au niveau des poumons de la petite, utilisait au fait un aspirateur Vitus qui le lâchait régulièrement. Et la petite est partie sous les yeux du docteur qui ne pouvait absolument rien. Lui-même, il a coulé les larmes sur cette fille-là. J'étais tellement embêté, j'ai crié dans le centre parce que je ne revenais pas par rapport à ce que je venais de voir. Et dans tout cet hôpital, on disait qu'il n'y avait que 2 aspirateurs et que celui qui lâchait le monsieur régulièrement était l'un des tout premiers depuis qu'on a créé ce centre-là. En tout cas, c'est-à-dire que ça m'a fait tellement mal. Et quand vous avez été témoin de ces gens de scène et que vous avez un gouvernement qui décide d'investir dans ce domaine et qui arrive à réaliser un certain nombre de projets comme ça, vous pouvez être fier de ce qui se passe là. Et moi, je pense que c'est à l'actif du président Talon. Moi, je voudrais l'encourager pour les 2 ans qui restent, ou bien un peu moins, à faire en sorte que à sa descente, tout au moins lui-même soit fier d'avoir concrétisé tous ses rêves au niveau du plan sanitaire pour les Béninois. Et le CHDO de Porto-Novo est un hôpital où ils ont tellement de difficultés, tellement de problèmes. Enfin, ça, c'est ce que j'ai vécu. D'autres pourront vous conter d'autres histoires. Et ça ne manque pas dans d'autres centres universitaires, centres hospitaliers. Je pense que ce travail, ces genres d'équipements qu'on est en train d'offrir aux hôpitaux, je crois que les différents personnels qui travaillent dans ces différents centres doivent prendre conscience de ce qu'il faut les utiliser à bon escient. Il faut un entretien de qualité pour pouvoir permettre à ce que l'État, pour encourager l'État à davantage investir dans ce domaine-là. Parce que ce sont les deniers publics. Oui, ce sont des deniers publics. Oui, parce que parfois même là, l'entretien pose problème au niveau de direction de ces centres-là, qui ne prennent pas le soin qu'il faut de ces appareils. Pourtant, c'est des appareils de dernière génération qui nécessitent un certain nombre d'attention. Je pense que quand on investit, il faut accompagner l'investissement par l'entretien de ces genres de choses. Les ambulances qui ont été distribuées, j'espère que d'autres centres pourront en avoir aussi parce que ça pose... Oui, déjà, normalement, c'est 140, c'est 2 par commune. Le ministre l'a dit, il y a des communes, selon les besoins, pourront en avoir 5, 6. C'est pour que toutes les communes soient servies, parce que c'est quand même colossal. C'est important, c'est vraiment important et il faut être fier de ce qui se fait dans ce domaine-là et demander à ce que le président Talon, à sa descente, lui-même puisse se targuer de dire que non, au fait, ce rêve-là, on l'a au moins réalisé. Merci Nicolas Soubétin. C'est moi. Pour finir. Oui, une mission des hommes et les moyens, c'est une solution qui est déjà apportée à ceux qui pensent quitter le pays parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. La modernisation du plateau technique médical permet de mettre en fait, les gens qualifiés au service, au travail. Et c'est ça, le président a compris. Et on ne peut que le remercier pour cela. Continuer encore davantage puisqu'il y a encore d'autres perspectives qui s'annoncent. Il y a encore d'autres besoins. Il y a encore du temps. Justement. Donc ça fait toujours plaisir. Le cas que Nicolas a évoqué est très touchant. Le cas dramatique. Et même de par le passé, on voyait aussi quelqu'un qui venait de la France avec son matériel, il travaillait et après il ramenait ça là-bas parce que le matériel n'existant pas ici. Aujourd'hui, on a tout au Bénin pour pouvoir satisfaire les patients. On y arrive, voilà. Merci Innocent Godonou, journaliste et enseignant d'allemand, Nicolas Soubétin, journaliste et enseignant de philosophie. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour la DER de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres développements. On se retrouve également, rendez-vous pris pour dimanche, c'est politique, le dimanche à partir de 9h. Vous pouvez retrouver toutefois nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct et continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.